Bonjour. Dans cette capsule, nous allons parler de modèle d'affaires, c'est-à-dire les principaux éléments qui vous permettront de créer une entreprise durable et responsable. Nous allons parcourir les questions essentielles pour lesquelles vous devrez chercher à répondre et surtout la logique qui les relie. Pour vous faciliter la tâche, nous nous appuierons sur un canevas de modèle d'affaires, c'est-à-dire une grille de réflexion. Ce canevas est celui qui a été créé par MySBM, intégrant les aspects d'entrepreneuriat social et durable avec ceux de l'économie classique. Découvrez-en les 18 blocs dans la séquence suivante. Et en musique. Bien, vous avez eu un premier aperçu de l'ensemble des 18 blocs et d'un parcours que nous dirons de bon sens. Voyons plus en détail ce que nous réserve chacun d'entre eux. Ce premier bloc est probablement le plus important, car les bénéficiaires sont au cœur de tout modèle d'affaires, y compris le vôtre. Quelles que soient vos intentions, sans bénéficiaires qui reçoivent vos prestations, et clients qui puissent payer pour elles, votre entreprise ne survivra pas longtemps. Dans ce canevas, le bénéficiaire est celui ou celle qui reçoit le produit ou le service sans avoir à payer directement pour le recevoir. Imaginez par exemple que vous animez des ateliers d'initiation à la gouvernance participative pour les entreprises. Les participants sont vos bénéficiaires, mais ce ne sont pas eux qui ouvriront leur porte-monnaie. Cependant, vous pouvez aussi mentionner des bénéficiaires indirects qui ne reçoivent pas vos produits et services, mais sont impactés directement par eux. Cela paraît compliqué? Voyons donc un exemple. Imaginez que, sur la demande du service de l'emploi, vous donnez des cours de rédaction de curriculum vitae pour des personnes sans emploi. Le service de l'emploi vous paye. C'est un client. Les chômeurs participent à vos ateliers. Ce sont vos bénéficiaires. Les chômeurs retrouvent un emploi plus rapidement et la caisse de chômage aura moins d'indemnités journalières à payer. Elle est un bénéficiaire indirect. Cela peut vous sembler complexe. Ok. Pourtant, cette réflexion peut fortement influencer votre modèle d'affaires et les relations. Les besoins. Ce sont les raisons pour lesquelles vous devrez développer vos produits et vos services afin d'y répondre. Lorsque vous y réfléchirez, vous pouvez aborder cette question sous deux angles complémentaires. 1. Les besoins de résoudre un problème. 2. Les opportunités d'améliorer une situation. Il est fort probable que la résolution d'un problème soit prioritaire dans la plupart des cas. Lors de cette réflexion, concentrez-vous principalement sur 1. Les besoins de faire quelque chose, par exemple pouvoir communiquer dans une langue autre que votre langue maternelle avec les touristes étrangers. 2. Les besoins d'être ou de devenir une autre personne ou entreprise, par exemple être un leader collaboratif dans votre organisation. Évitez au maximum la notion du besoin d'avoir ou de posséder quelque chose, car elle ne reflète en général qu'un moyen et peut vous induire trop vite dans une idée de résolution par un produit. Un outil qui peut vous aider dans cette réflexion délicate est la carte d'empathie ou Empathy Map que nous vous présenterons dans une autre. Bien, après cette longue explication sur les bénéficiaires et les besoins, vous avez déjà compris que les clients achètent vos produits et services, soit pour eux-mêmes, soit pour que d'autres personnes puissent en bénéficier.
Ce sont eux qui feront vivre votre entreprise. Dans d'autres contextes, vous entendrez parler de segments de clientèle et vous vous demanderez quelle est la différence. Vos clients ne sont sûrement pas tous identiques et ont certainement des besoins et des attentes différents les uns des autres. Segmenter vos clients signifie les grouper selon leurs besoins et d'autres caractéristiques géographiques, psychosociales, économiques, etc., pour que vous puissiez traiter chaque groupe différemment, que ce soit par votre offre ou par votre communication, etc. Par exemple, supposons que vous vendez des vélos. Vous pourrez créer des segments pour 1. Les citadins, pour se déplacer de chez eux jusqu'au travail. 2. Les cyclistes de fin de semaine, pour faire de belles promenades en campagne. 3. Les sportifs, pour dévaler les pistes de montagne. 4. Les enfants, simplement pour jouer. Notez que dans ce quatrième segment, les enfants seront vos bénéficiaires directs et leurs parents seront vos clients. Vous avez défini des publics cibles avec des bénéficiaires et des clients et leurs besoins. Il est l'heure maintenant de définir comment y répondre. Certains vous parleront de propositions de valeur. Nous avons choisi de parler de produits et services. La différence entre eux est simple mais subtile. Lorsque vous proposez un produit, le client ou bénéficiaire devient propriétaire, même temporairement, de ce produit. L'autre différence est qu'un produit implique généralement de la matière première et une logistique plus complexe, à l'exception de produits immatériels tels que, par exemple, des livres électroniques ou des musiques téléchargeables. Les services ne conduisent généralement pas à la propriété de quelque chose, mais sont des provocateurs de changement. L'autre différence est qu'ils utilisent surtout des infrastructures et du temps des ressources humaines. L'atelier de rédaction de curriculum vitae pour les chômeurs est un parfait exemple. Notez bien que très souvent, une entreprise propose les deux. Par exemple, un garage vendra des véhicules et proposera des services de dépannage, révision et réparation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les commerces d'alimentation proposent quasi exclusivement des produits et beaucoup plus rarement des services. Bravo! Vous venez de définir votre mission, votre raison d'être. Ce que vous allez faire, pour qui vous allez le faire et pour répondre à quels besoins. Mais ce n'est pas tout. À moins que vous ne soyez magicien, développer, commercialiser, produire, livrer des produits et des services ne se fera pas tout seul. Cela impliquera nécessairement de nombreuses activités. Réfléchissez dans ce bloc à ce que votre entreprise fera concrètement sans rentrer dans tous les petits détails. Posez-vous la question sur vos activités les plus importantes dans des domaines tels que opération de production, organisation, stratégie et gestion de projet, marketing, communication, promotion et vente, logistique, finance, etc. Qui dit activité à réaliser induit automatiquement l'idée des ressources nécessaires. Cela semble assez logique. Lorsque vous réfléchirez à vos ressources nécessaires les plus importantes, vous pouvez les diviser en 3 grands groupes plus un 4e éventuel. 1. Les ressources humaines. 2. Les ressources d'infrastructure. 3. Les ressources de production. 4. Les ressources financières autres que les flux de revenus, par exemple une ligne de crédit bancaire pour votre fonds de roulement. Vos besoins en ressources humaines dépendront fortement de vos activités, mais à moins qu'absolument toutes ne soient robotisées, il vous faudra avoir recours à des personnes pour faire le travail, dont vous-même. Vous pouvez y inclure vos collaborateurs, le personnel intérimaire ou saisonnier, des services externes, par exemple de conciergerie ou de livraison. Il est très difficile d'imaginer une activité économique sans aucune infrastructure.
Même pour l'indépendant qui réalise ses services chez ses clients et n'a besoin que d'une pièce dans son appartement, il lui faudra aussi un moyen de transport, que ce soit un vélo électrique, un abonnement de train ou encore sa propre voiture. Pensez donc à tous les éléments principaux de ressources qui n'entrent pas directement dans vos produits et vos services, tels que 1. Les locaux, bureaux, ateliers, laboratoires. 2. Les installations, meubles, informatique, télécom. 3. Les équipements de production, machines, outillage. 4. Les véhicules, abonnements de transport, etc. Finalement, ce dernier bloc concernant les ressources est surtout consacré aux entreprises qui fabriquent des produits matériels. Ce sont les éléments qui rentrent directement dans la production des produits, à l'exception des ressources humaines. Vous pouvez y réfléchir en termes de 1. Matière première, 2. Énergie, 3. Conditionnement, emballage, 4. Service de tiers dit à la pièce, 5. Livraison. Contrairement aux 2 blocs de ressources antérieurs qui seront majoritairement des charges fixes, les ressources de production sont essentiellement des charges variables directement proportionnelles aux ventes réalisées. Nous aborderons maintenant la partie financière de votre modèle d'affaires, en commençant par vos dépenses. Attention, nous ne parlons pas dans ce bloc de vos dépenses initiales de développement et d'installation. Nous parlons de vos principaux coûts de fonctionnement, c'est-à-dire lorsque vous serez en production. Réfléchissez à la structure des coûts sans entrer dans l'analyse des chiffres, simplement aux principaux postes de dépenses. Vous réalisez des activités, donc vous avez d'abord pensé aux ressources humaines, d'infrastructures, de production. Cependant, réfléchissez aussi aux grands postes de dépenses que vous pourriez avoir sans qu'elles ne soient directement liées à vos ressources. Vous avez des dépenses, donc il vous faut des rentrées d'argent pour les couvrir et vous laisser une marge de progression. La principale question ici est comment? Par exemple, vous pouvez vendre à l'unité, louer au mois, louer à l'usage, proposer des forfaits, organiser des enchères, etc., etc. La liste des modèles économiques est longue. Choisissez la bonne formule qui soit la mieux adaptée à vos clientèles. Ouf, le plus important est fait. Vous avez défini votre mission, vous savez comment produire vos prestations et évaluer votre équilibre entre les revenus et les coûts. Vous serez d'accord que des produits et services dont personne n'entend parler et que vous ne savez pas qui en a besoin et quand ne vous serviront pas à grand-chose. Donc, il vous faudra écouter et communiquer. Dans ce bloc, nous parlons des canaux de diffusion, ou en d'autres mots, des canaux de communication, et dans un prochain bloc, ceux de distribution. Cependant, ne rentrez pas trop dans les détails. Imaginez les canaux un peu comme des voies de transport. Par exemple, le site internet, les réseaux sociaux, la presse écrite, la publicité en ligne, les campagnes d'affichage, les écrans de cinéma, etc. sont des canaux de communication. Si vous proposez ou fournissez un produit ou service à un client, vous entrez forcément en relation avec lui, pas vrai? Mais cette relation peut s'établir de différentes façons ou différents modes. Par exemple, vous pouvez établir une relation totalement impersonnelle par le biais d'un chatbot sur votre site de vente en ligne, d'application Internet. À l'autre extrême, vous pouvez avoir une relation très personnalisée et de haute confiance, par exemple si vous proposez des robes de mariée. Au centre, vous trouverez une multitude de modes en self-service dans les supermarchés ou d'autres modes tels que des communautés d'utilisateurs et de supporters, des groupes de co-création, etc., etc. Vous répondez à des besoins existants et pertinents par des produits et des services. Il faudra bien qu'ils arrivent d'une façon ou d'une autre dans les mains de leurs destinataires.
Comme pour les canaux de communication, réfléchissez aux voies de transport. Vous avez 4 possibilités de base. Les bénéficiaires ou les clients viennent chercher vos produits ou services, par exemple dans un magasin de sport ou dans un cabinet de dentiste. Ou alors vous allez exécuter vos services ou amener votre produit directement chez votre clientèle, par exemple pour repeindre un appartement ou faire un audit informatique. La connexion entre vous et votre clientèle se fait par un intermédiaire, par exemple via un distributeur ou dans un lieu intermédiaire, par exemple un espace loué pour une formation ou un marché en ville pour un agriculteur. Finalement, encore pour un service externe de livraison, par exemple la poste pour des colis, Internet pour des logiciels ou encore une entreprise de livraison. Vous connaissez sans doute le dicton africain « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Ce bloc et le suivant vous incitent à l'appliquer. Faites ici la liste des personnes physiques et morales qui peuvent vous aider indirectement dans votre démarche. Les prescripteurs relayent de l'information sur vous, sur vos produits et services et vous recommandent sans même demander une contrepartie. Ils peuvent être de puissants atouts pour vous aider à atteindre vos objectifs avec une communication très ciblée. Par exemple, vous proposez des cours de gymnastique douce pour les seniors. Dès que des médecins ou des physiothérapeutes ont pris connaissance de vos cours et qu'ils apprécient votre prestation à sa juste valeur, ils peuvent alors parfaitement jouer ce rôle. Ce bloc va un peu plus loin dans la relation que vous pouvez avoir avec d'autres personnes physiques ou morales. Alors qu'avec les prescripteurs, vous n'avez qu'une relation de sympathie et recommandation sous autres implications, la relation que vous pouvez avoir avec des partenaires ou des alliés vise un objectif commun où chaque partie va gagner quelque chose. Faites ici la liste des personnes physiques ou morales avec qui vous pouvez collaborer directement dans votre démarche. 1. Des partenaires avec qui vous partagez des activités pour atteindre un résultat. 2. Des alliés avec qui vous collaborez mais chacun étant responsable pour l'atteinte de ces résultats. 3. Des fournisseurs avec lesquels vous pouvez établir un contrat de confiance. 4. Des organismes de soutien tels que des universités. Voici la clé de voûte qui vous permettra de vous distinguer des acteurs de l'économie traditionnelle. Les valeurs que vous portez et que vous insufflez dans votre entreprise sont en même temps une boussole et un élément de cohérence. Les valeurs sont ce qui vous pousse à adopter certains comportements et votre entreprise à suivre certains principes. Les valeurs font progressivement partie de l'entreprise et de sa culture en influençant tout son comportement, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Ce sont elles qui vous aideront à choisir tel ou tel segment de clientèle, à répondre à un besoin plutôt qu'à un autre. Ce sont elles qui vous guideront vers les impacts positifs que vous désirez aider à se concrétiser. Listez simplement les 4 à 6 termes de valeur qui vous tiennent le plus à cœur. Vous en écrirez la description par la suite. Ce dernier bloc est en quelque sorte l'objectif majeur de votre mission, le changement positif auquel votre entreprise aura contribué. Lorsque vous analysez une problématique de vos bénéficiaires ou clients, réfléchissez aux conséquences négatives qu'elle provoque. Si vous arrivez à résoudre la problématique, ces conséquences négatives disparaîtront pour faire place à des conséquences positives, des impacts. Alors que les acteurs de l'économie de marché sont orientés principalement vers le profit et sa maximisation, les entrepreneurs responsables recherchent l'équilibre entre l'impact auquel ils peuvent contribuer et le profit comme étant un simple outil. Comme nous aimons le dire, s'il n'y a pas d'impact, il n'y a que... Voilà, nous avons fait le tour du Super Canva et de ses 18 blocs.
Bien sûr, d'autres blocs influençant votre modèle d'affaires pourraient être rajoutés, tels que le contexte géographique, la concurrence, le contexte pestel, les attentes des clients ou encore les forces de l'industrie. Mais chaque chose en son temps. Vous avez dans les mains un outil pour vous guider lors des premières réflexions sur la logique de votre modèle d'affaires. 2 dernières recommandations. 1. Vous venez de faire des hypothèses. Allez les vérifier sur le terrain. 2. Au fur et à mesure de votre progression sur le terrain, votre modèle d'affaires risque de changer, ainsi que le canevas. C'est normal et actualisez-les. Et maintenant, à vous de jouer.